C'est la plus importante manifestation de l'après-guerre qui s'est déroulée cet après-midi. On avait parlé d'abord de 100 000 participants, puis de 150 000. C'était l'estimation de la gendarmerie vers 15h30. Mais les forces de l'ordre n'auraient pas compté les enfants. Les organisateurs, de leur côté, annonçaient vers 17h par haut-parleur qu'il y avait 325 000 personnes sur les boulevards du centre de Bruxelles. Une véritable marée blanche. Bonsoir à tous. Quand j'étais petite, on me disait toujours que la foi déplace des montagnes et je ne comprenais pas ce que cela voulait dire. Aujourd'hui, je comprends. C'est le mot que lançait tout à l'heure Marie-Noëlle Bouzet du podium dressé au boulevard Émile Jacquemin devant les dizaines de milliers de personnes rassemblées déjà pour participer à la marche blanche. Cette marche, la maman d'Elisabeth Brichel avait voulu, tout comme les parents de Julie et de Mélissa, d'Anne et Effieux, de la petite Loubna et de tous les autres enfants disparus ou victimes de la pédophilie. Ils espéraient bien qu'il y aurait du monde pour partager à la fois leur deuil et leur espoir de voir enfin les choses changer. La foule énorme de cet après-midi leur a donné la réponse qu'ils attendaient. Benoît Ballon-Perin. La foule est déjà immense au boulevard Émile Jacquemin. Elle s'étend de là jusqu'à la Bourse. Une foule digne et très calme, mais fort compacte. Ici, il y a des gens qui sont tout près de nous, c'est vrai, mais il ne faut pas qu'ils soient écrasés par les autres. Alors, s'il vous plaît, tenez un petit peu de distance. Un grand élan populaire qui réchauffe le cœur des parents. C'est très émouvant de voir les gens avec les ballons blancs. C'est très émouvant, oui. Vous savez déjà plus ou moins combien de personnes il y a ici? La police vous l'a dit? Non. Je sais qu'il y a beaucoup de billets de train qui ont été vendus. Hier, je pense qu'il y en avait près de 60 000. Mais je ne veux pas faire de comptage. Je veux dire, les gens sont là. Je ne suis pas un délégué syndical qui compte les points. Hein. Un à un, les autres parents des petites victimes vont alors monter sur le podium. Génial. C'est important pour nous. On avait besoin de force, je crois qu'ils vont nous donner de la force. Ces gens-là vont vous aider? Oui, on en a besoin parce que tout seul, on n'est rien. Donc, c'est très émouvant en tout cas, voir après 15 mois de combat comme ça, c'est un petit peu, malgré les résultats catastrophiques, ça nous fait quand même plaisir. Merci d'être venus si nombreux. Puis le silence se fera impressionnant quand les parents s'adresseront à la foule. La marche blanche, la marche silencieuse, la marche des fleurs, la marche de la résistance, la marche des enfants, la marche des papas et des mamans va bientôt commencer comme une force tranquille. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand j'étais petite, on me répétait toujours la même phrase. On me disait, la foi, ça soulève des montagnes. Et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, je le comprends. Merci. J'ai essayé de penser à faire un petit texte, mais il y avait qu'une phrase qui me revenait constamment en tête, c'est « Mélissa, je t'aime ». Vient alors cette émouvante lettre de Karine Rousseau à sa petite Mélissa. Mélissa, quand tu es née, ce fut un grand jour. Papa et moi étions émerveillés. Tu as grandi et nous t'avons regardé grandir, toujours avec émerveillement. Qu'étais-tu d'autre pour nous qu'un cadeau de la vie, une petite fille, une princesse, notre princesse. Toutes les mamans, tous les papas du monde éprouvent ce sentiment d'émerveillement, de fierté, d'amour pour leurs enfants. Ce sentiment est à la fois universel et très particulier. Il ne s'explique pas, il se vit simplement. C'est ce sentiment, enraciné au plus profond de nous, qui nous a conduits à te chercher encore, désespérément, jusqu'au bout, dans l'espoir fou de te retrouver, petite princesse, notre fille, notre enfant sacré. Nous avons cru que l'institution judiciaire était un moyen pour nous y aider,
nous avons dû déchanter. Jusqu'au jour où un juge a décidé de mettre tout en œuvre, mettre toute son énergie, ses moyens physiques, intellectuels et légaux pour traiter vos vies d'enfants, à vous, Laetitia, Sabine, Julie, Mélissa, Anne et Effie, non comme des dossiers d'instruction habituels, mais comme des dossiers sacrés, sacrés comme vos vies, sacrés comme l'amour, jusqu'au jour où un juge a bien voulu vous considérer comme des princesses à sauver. Hélas, mon amour, pour toi, pour Julie, pour Anne, pour Effie, il était trop tard. Pendant qu'on te cherchait sans fin, tu déclinais dans la violence, dans l'isolement, dans la peur et l'abandon. Et finalement, ils t'ont jeté comme un objet qui a trop servi. Ils n'ont pas compris que pour nous, ta maman, ton papa, tu resteras toujours avant tout notre princesse. Aujourd'hui, je veux remercier tous ceux qui sont là pour te rendre hommage, à la petite princesse que tu étais, comme à la petite princesse que tu seras toujours. Aujourd'hui, je ne revendique qu'une seule chose, le droit à tous les enfants d'être considérés comme des petits princes et des petites princesses. Et nous tous les adultes, nous avons le devoir de les considérer en tant que tels. À partir de cet état d'esprit, 1001 solutions s'offrent à nos responsables pour que plus jamais, jamais, aucun enfant ne vive comme vous l'enfer sur la terre. Enfin, les parents quittent le podium pour tenter de rejoindre la tête de la marche. Mais ils n'y arriveront jamais. La foule est tellement dense qu'elle s'étend déjà à ce moment jusqu'au midi, ou presque. Une foule immense, difficile sans doute à chiffrer. 150 000, c'est l'estimation la plus basse. 325 000, disent les organisateurs. En tout cas, la police tentera jusqu'à la bourse de frayer un passage aux parents, des parents acclamés tout au long de leur trajet, une énorme ovation qu'il ne quittera pas. Finalement, les parents devront monter dans un bus de la police de Bruxelles. Impossible en effet de leur permettre de continuer à pied. À ce moment, la tête du cortège est déjà arrivée à la gare du Midi. Les fleurs s'amoncellent au pied des noms des enfants disparus ou assassinés. Les parents ne pourront pas s'y arrêter. En route vers la résidence du Premier ministre, ils passeront devant la foule dans leur bus en leur adressant un petit signe de la main et un sourire qui était pour les milliers de personnes présentes le plus beau des remerciements. Près de la gare du Midi, vous l'avez entrevu, une sorte de stèle avait été érigée. Elle porte le nom des disparus et des victimes des réseaux de pédophilie. C'est là que les organisateurs avaient prévu que l'on dépose la fleur ou le bouquet de fleurs blanches qui auront servi de symbole à la marche d'aujourd'hui. Très vite, en fait, c'est une véritable montagne, 2 montagnes de fleurs qui se sont formées. Pierre Istas. Des milliers et des milliers de bouquets de fleurs portés de main en main et déposés devant 2 panneaux bleu ciel où sont inscrits les noms des petites filles disparues. C'est le bout du défilé, mais pas la fin de la manifestation. Faites avancer les fleurs, monsieur, merci. J'ai fait la marche comme tout le monde, je suis venu apporter mes fleurs et maintenant je donne un coup de main parce que je pense que c'est très, très important de s'occuper pour les causes des enfants. Je n'en ai pas moi-même, mais je viens de Namur. Elisabeth Brichet est toujours disparue, on espère qu'elle est en vie et je donne ainsi un petit coup de main à sa maman et c'est pour ça que je suis là, monsieur. J'aimais bien Julie et Mélissa et les autres aussi. Écoutez, nous sommes venus ici pour manifester notre soutien aux parents des victimes. C'est par solidarité parce que nous avons des enfants aussi et nous voulons que ça cesse et que tout ce qui se passe actuellement, ça ne se reproduise plus. Vous pensez qu'une manifestation comme celle-ci sera vraiment essentielle ? Essentiel, je ne sais pas, mais ça peut certainement déclencher quelque chose. Et c'est par ça, notre petit geste de solidarité, j'espère que ça va déclencher quelque chose. On parle avec notre cœur, plus avec la raison. Depuis des années, on nous gouverne avec raison. C'est fini, il faut nous gouverner avec le cœur. C'est ça l'important.
Toutefois, un oubli inexplicable a choqué la plupart des manifestants. Le nom de Lubna n'était pas écrit à côté de ceux de Julie, Mélissa, Anne, Effieux et les autres. Ça nous a fait tous très mal, c'est simple, comme tous les enfants d'ailleurs qui ont disparu aussi. Ça nous a tous choqués. Certains Belges sont un peu choqués et saisis de ne pas voir le nom de Lubna. Alors certains, je vois, l'ont écrit. Lubna, tu es comme les autres. Je suis arrivée ici quand j'ai vu ce grand panneau, que j'ai vu les noms de tout le monde, et sauf de Lubna. Ça m'a vraiment choquée. Je me dis, mon Dieu, c'est vraiment pas possible, quoi. C'est tous des enfants, je vois pas pourquoi on devrait pas faire une différence. À ce moment-là, j'ai vraiment eu l'idée de rentrer chez moi et de faire ce grand panneau. Pourquoi avoir oublié Lubna ? Voilà, les derniers manifestants doivent être arrivés maintenant près de ce gigantesque tas de fleurs et nous devrons y retrouver Valérie Druit. Valérie, vous m'entendez ? Oui, très bien, Jacques. Et en effet, pour reparler du sujet de Pierre Istas, nous avons rencontré cet après-midi des dizaines de manifestants scandalisés par cet oubli, un oubli que personne ne comprend pour l'instant. Et d'ailleurs, alors que la manifestation est finie déjà depuis un bon moment, des tas de personnes continuent à écrire le prénom de Lubna Benaïssa sur ce panneau qui est là juste derrière moi. Alors évidemment, les organisateurs de cette marche, les parents sont déçus, tristes de cet oubli. Ils ne comprennent pas, ils n'y sont pour rien, disent-ils. Ils nous disent d'ailleurs que cet oubli viendrait de l'imprimeur qui aurait soit oublié d'imprimer cette affichette, soit tout simplement oublié de la coller. Alors quoi qu'il en soit, donc je vous le disais, les manifestants étaient très déçus aujourd'hui et une déception qui se sent surtout dans la communauté maghrébine qui est très très importante dans ce quartier de Bruxelles. Alors à mes côtés justement, quelqu'un qui n'est pas très heureux, Jamel, quel sentiment vous inspire cet oubli ? Je voudrais tout simplement dire que pour nous, pour tout le monde, qu'est-ce qu'un enfant ? Un enfant, justement, c'est la pureté, c'est l'ignorance. Donc, à la base, un enfant, c'est nous qui donnons un nom à l'enfant. L'enfant n'a pas de nom, il est un enfant, à la base même. Donc, déjà, il est clair que la plupart des gens qui sont ici, dont je ne parle pas au nom seulement que des Maghrébins, parce que nous avons grandi ici, nous sommes belges, ma mère est belge, et il y en a beaucoup aussi qui ont pratiquement vécu en Belgique. Donc, ce que je veux dire là, c'est que nous ne fléchirons pas sous la poussée d'une extrémité, parce que ce qu'on a vu aujourd'hui est une extrémité quand même dans le genre. On a oublié le nom d'une fille. Une fille quand même. Je parle pas... C'est un enfant, c'est un être humain. Les droits apparemment sont bafoués tout le temps. Si quelqu'un l'a oublié, il faudrait justement qu'il se justifie. Mais je sais que tous les Belges se sont d'accord, ils sont tous ensemble et je crois que tout le monde peut être fier de soi, d'être venu ici et d'avoir gardé le calme, la dignité et surtout justement l'idée justement qui est apportée avec une fleur pour les enfants. Voilà, merci beaucoup. Et donc vous l'entendez, finalement, il y a pas mal d'émotions qui se dégagent ici à la gare du Midi. Voilà, Jacques. Est-ce qu'on sait, Valérie, qui avait pris l'initiative d'ériger cette stèle, puisqu'on parle de responsabilité maintenant ? Non, je n'en sais rien, à vrai dire. Tout ce que nous avons obtenu comme information, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle vient des organisateurs qui nous disent s'il y a une erreur, vraisemblablement, c'est une erreur qui vient de l'imprimeur, parce que forcément, cette manifestation a été organisée par les familles d'enfants disparus, dont la famille de Lubna Benaïssa, et donc il n'y a effectivement aucune raison qu'ils aient oublié un prénom. Bien, merci Valérie. Aux alentours de la gare du Midi, pas très loin de là où se trouve Valérie Druit, nous allons trouver maintenant Thierry Belfroy. À cette heure, la manifestation se termine. On peut tenter peut-être une sorte de premier bilan. Thierry, il n'y a pas eu de tentative de récupération politique comme on l'avait craint, et en tout cas pas d'incident. Absolument pas. C'est une manifestation qui a été marquée par la sérénité et par le calme de nombreux manifestants qui sont venus. Elle a aussi été marquée par le peu d'incidents qu'on pouvait, par rapport à ce qu'on pouvait redouter, et vu le nombre de gens qui sont venus, plus de 300 000 personnes, vous l'avez dit, il n'y a pratiquement pas eu d'incident. Avec moi se trouve d'ailleurs ici sur le quai de la gare de Midi où je me trouve Jean-Marie Delannoy qui est le directeur de district de Bruxelles. Bonsoir. La SNCB a eu fort à faire aujourd'hui. On a créé un moment ici à la gare de Midi qu'il y ait des incidents et que des personnes aient été blessées, mais finalement ça a été essentiellement des évanouissements. Oui, absolument. Nous avons dû bien sûr faire appel à la gendarmerie pour fermer régulièrement les entrées de la gare du Midi, comme d'ailleurs celle du Nord et de la gare centrale. Mais tout cela s'est fait dans l'ordre et sans incident. Alors combien de voyageurs vous avez véhiculés à la SNCB aujourd'hui à peu près ? Oui, vous comprendrez qu'ici sur le quai, je n'ai pas les chiffres exacts, mais nous pouvons nous attendre à avoir véhiculé plus de 100 000 personnes aujourd'hui. Les gros problèmes que vous avez eus, c'était essentiellement à la gare du Nord. Lors des arrivées, il y a eu un moment où pratiquement il n'était plus possible de faire entrer les trains dans la gare. Oui, les problèmes étaient les mêmes. Ce matin à la gare du Nord, nous n'avons pas pu évacuer les gens facilement dans les rues et donc faire venir les trains suivants. Et alors ce soir ici à la gare du Midi, c'était le même problème. Les gens arrivaient
en grande quantité ici à la gare du Midi et prenaient les trains d'assaut. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons pu, ici à la gare du Midi, fermer la gare de temps en temps pour laisser les trains partir tranquillement. Voilà, il faut dire, Jacques, en effet, qu'il y a encore beaucoup de monde ici à la gare du Midi et aux alentours de la gare du Midi, c'est-à-dire aux alentours proches, devant les portes et devant la station de métro toute proche. Il y a certainement encore plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes qui doivent quitter la manifestation ce soir dans les minutes ou les heures qui viennent. Merci Thierry. On le sait, c'était les familles des enfants disparus qui avaient voulu cette manifestation pour rassembler, disait-il, tous ceux qui étaient de cœur avec eux, pour éviter aussi que le mouvement de sympathie qu'ils avaient fait naître n'éclate, ne se disperse. Parmi tous ces parents, dont le courage et la détermination forcent l'admiration, depuis des semaines, Karine et Gino Rousseau. Marie-Pierre Fonceny les a suivis dans la manifestation. Cohue en début de cortège, des milliers de personnes se massent pour apercevoir les parents des victimes. C'est très prenant le monde qu'il y a ici pour vous accueillir. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre sentiment? Ce sont divers sentiments mêlés. Le premier sentiment, c'est que nous ressentons qu'il y a quelque chose qui, quelque part, nous a un peu dépassé. Il y a énormément de soutien. Donc, il devait y avoir une énorme demande, déjà bien avant nous, d'une justice plus authentique. Voilà ce que j'en conclus, moi. Est-ce que ça met un petit baume, un tout petit baume sur votre souffrance? Oui, c'est certain. Ça met un baume sur notre souffrance. Je dirais, ça rend vivante à nouveau nos enfants. Ça leur rend le respect qu'on n'a pas eu envers elles pendant tout ce temps de la disparition, que la justice n'a pas eu envers elles. Mais je crois que là, maintenant, on leur rend, quoi. On était très fatigués. Ici, on est en train de recharger les batteries avec ce soutien. On est vraiment porté par le peuple et en plus, ça prouve que on était dans le bon. Et apparemment, tout le monde approuve ce qu'on fait. Donc, j'espère que le gouvernement et toutes les institutions vont comprendre que maintenant, il va être obligé de nous écouter et arrêter de tergiverser dans tout. Votre femme a l'air très émue quand elle voit des enfants au bord ici du cortège. C'est important pour vous aussi, cette présence d'enfants? Tout à fait. C'est pour les enfants qu'on le fait. Vous savez, nous, Mélissa, elle n'est plus là. Hein, donc, on le fait pour tous les autres enfants. Hein, en son nom aussi. Les parents se sont ensuite engouffrés dans un minibus direction Place Annesens en compagnie des autres familles d'enfants disparus. Voilà une petite précision qui vient de nous parvenir à propos de cet incident jusqu'ici inexplicable. Le nom de la petite Loubna était absent, rappelez-vous, de la stèle devant laquelle on pouvait déposer les fleurs à la fin du cortège. Un des organisateurs de la manifestation vient de nous téléphoner. Il nous assure que le nom de Loubna était bel et bien parmi les autres. Il a dû se détacher, semble-t-il, de la stèle sur laquelle il avait été collé. Je vous donne cette explication pour ce qu'elle vaut. Elle sera peut-être confirmée au cours de la soirée. Toujours est-il que parmi les familles présentes à Bruxelles cet après-midi, il y avait aussi celle des victimes délivrées des mains de Marc Dutroux et de ses complices Sabine Dardenne et Laetitia Delay. Anne Goderniaud a suivi la famille Delay depuis son départ de Bertry ce matin. Il est 10h à peine ce matin à Bertry. Les premiers participants à la marche blanche et silencieuse arrivent sur la place communale. Parmi eux, Laetitia Delay et sa famille. Les visages sont parfois un peu crispés. Pour la plupart, toutefois, il était impensable de ne pas participer aujourd'hui. Comme tous les parents de Belgique, j'ai perdu des enfants. Je crois que nous avons tous perdu nos enfants. Julie et Mélissa, Nephew, tous les autres sont devenus nos enfants. Pas tout à fait nos enfants parce qu'ils ont quand même des parents. Mais on a tous perdu un petit quelque chose. Et j'avais besoin d'y aller. 2 heures plus tard, c'est l'arrivée à Bruxelles. Un bouquet de roses et un ballon blanc pour Laetitia. Il est 13h et le groupe rejoint alors la foule déjà impressionnante des manifestants. Vous attendiez à ce qu'il y ait tant de monde aujourd'hui? Ben oui, j'espère encore plus. Enfin, les gens doivent encore arriver. Oui, là seulement qu'on arrive aussi, c'est bien déjà. Vous êtes bien prête à affronter les 4 km? Oui, les jambes sont bonnes aujourd'hui, ça va. Et le moral? Le moral aussi, oui.
Et Laetitia rejoint alors les autres familles des victimes. Pour le reste du groupe, une longue période d'attente commence. La détermination, toutefois, reste intacte. Vous ne regrettez pas le déplacement? Ah non, certainement pas, sûrement pas. Non, non. Je ne pensais pas que Wallons et Flamands, un jour, on se retrouverait tous ici unis. Et je me rends compte qu'on a eu chacun la même peine et que ce n'est pas nous autres qui voulons une discorde entre nous. On doit se dire que c'est pour les enfants qu'on fait ça. C'est pas une manifestation, c'est une marche pour les enfants et il faut qu'on reste calme. Un calme et une dignité qui seront respectés jusqu'au bout. C'est dans la région de Charleroi que résidait Marc Dutroux. C'est là qu'on a fouillé ses différentes propriétés. Là aussi qu'on a retrouvé vivantes 2 des disparus et mortes, Julie et Mélissa, Anne et Effieux. Yves-Étienne Massard a suivi un groupe de jeunes gens de la région de Charleroi, des jeunes gens du Patro de Godine. Ils avaient décidé de consacrer leur réunion de ce dimanche à la Marche Blanche. Pour le Patro Saint-Pierre de Godine, entre Namur et Dinan, le premier objectif en arrivant en gare du Nord, c'était de ne pas se perdre et de rester bien ensemble. Pour eux, le fait de venir et marcher en groupe n'était pas innocent. Il nous semblait que c'était une démarche qu'il fallait faire, surtout que un mouvement de jeunesse représente fatalement la jeunesse et que c'était elle qui était impliquée pour le moment. C'est un peu un devoir de venir ici, se manifester et venir avec les autres, quoi. Je suis venu avec tout le monde, puis on devait le faire, je crois. Il est temps de regarder un petit peu plus loin tout ce qui se passe et faire quelque chose, changer quand même. Il y a peut-être des choses à changer quand même. C'est quand même pas normal que tous ces gens soient là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, Leur maître mot, être présent par respect pour les victimes et leurs familles, des familles dont le courage et le jusqu'au-boutisme forcent leur admiration. Ils ne les verront pas, ils ne les entendront pas, mais ce n'était pas là le principal. Oui, on était venu prendre les parents, mais bon, peut-être qu'on rejoindra par la suite et qu'on verra. Mais je trouve que le plus important, c'est qu'on soit là et qu'il y ait beaucoup de monde qui soit là, qui soit présent pour montrer la solidarité qu'il y a en Belgique. Ça pourrait nous arriver à nous aussi. Ça pourrait très bien être nous à leur place et c'est très important qu'on soit là. Les autres manifestations, c'est surtout une question d'argent. C'est tout ça qui est en cause et ici, c'est vraiment l'opposé, quoi. C'est vraiment juste pour la solidarité. La place Rogier est figée, les 2 boulevards qui mènent vers le Midi sont à l'arrêt. Qu'à cela ne tienne, les patronnés emprunteront un 3e itinéraire parallèle. Ils prendront le temps qu'il faudra en se fixant un dernier objectif, déposer leurs fleurs au pied des photos des victimes. Il y avait bel et bien des milliers de participants de Charleroi à la marche de cet après-midi, mais vous aurez rectifié vous-même, le patron de Montgodine venait plutôt, lui, de la région de Namur. Il y avait eu, depuis le début de la semaine, de très nombreuses manifestations de solidarité dans le monde du travail. Il y en a eu aujourd'hui encore, à la Sabena, par exemple, où le personnel de service, ce dimanche, a marqué une pause symbolique de 5 minutes, une fois le matin, une fois l'après-midi, avec l'accord de la direction, il faut le souligner. Mais d'autres travailleurs avaient tenu à marcher aujourd'hui à Bruxelles, et parmi eux, ceux de Volkswagen à Forêt. Ils avaient été les premiers à débrayer lundi, dès l'annonce de l'arrêt de la Cour de cassation. Ils donnent une dimension sociale au mouvement d'aujourd'hui. Patrick Remacle. Difficile de retrouver ses collègues de travail dans une foule pareille. La gare du Nord était noire de monde à l'heure du rendez-vous que s'étaient donné les ouvriers de Volkswagen Forêt. Quelques dizaines ont malgré tout réussi à se retrouver pour participer à la marche silencieuse. Il faut dire que ces ouvriers ont été les premiers à se mobiliser dès qu'ils ont appris le dessaisissement du juge Conrod. Ce fut le premier mouvement de débrayage rapidement suivi de beaucoup d'autres, tant en Flandre qu'en Wallonie. Des mouvements qui traduisaient le malaise de tout un pays. À l'heure actuelle, au niveau de la société, quand on voit le malaise qu'il y a dans la société, aux jeunes, où on n'arrive plus à garantir un emploi. On voit maintenant dans les dernières mesures budgétaires au gouvernement où on s'attaque aux chômeurs âgés, aux prépensionnés, aux pensionnés. On voit que le malaise est profond et il est clair que ce qui déborde ici va avoir des répercussions sur tous les autres aspects de la société où malheureusement à l'heure actuelle, il n'y a plus que l'argent qui compte et l'être humain en tant que tel est dessaisi de toute décision. Donc on ne voit que des normes de rentabilité et tout ce qui concerne l'être humain et sa valorisation est nié ou semble peu important par nos dirigeants concentrés qu'ils sont sur les objectifs de critères de Maastricht. Dans la foulée de leurs actions, les ouvriers de Volkswagen ont pris contact avec d'autres entreprises pour tenter de peser sur les événements. Nous avons eu des contacts avec plusieurs délégations d'entreprises déjà maintenant. Lesquelles notamment Caterpillar, les Porsche de Clabet, Twin Disc, Diamant Boart et d'autres entreprises aussi qui étaient présentes.
Les travailleurs de Volkswagen n'ont pas l'intention de s'arrêter en chemin, mais reste l'avenir du mouvement. Que va-t-il réellement se passer dans les semaines qui viennent? Je pense que soit ça se dégonfle, c'est une possibilité, ou soit c'est une colère qui va être dirigée vers des responsables. Symboliquement, beaucoup de travailleurs se sont dirigés cette semaine vers le palais de justice. Je crois qu'ils ont montré où sont les responsables dans l'affaire du trou Nioul. Mais je pense aussi que c'est possible qu'il y ait d'autres revendications qui vont dépasser le cap du trou Nioul, qui vont remettre en cause la société complètement. Vous y croyez? Je l'espère. Dès ce mardi, les délégués syndicaux de la FGTB des deux Brabants se réunissent pour envisager la suite des événements. On devrait en savoir plus après cette réunion. Au milieu de la marche de cet après-midi, il était prévu que les parents des victimes et ceux des enfants toujours portés disparus rencontrent quelques instants le Premier ministre Jean-Luc Dehaene à sa résidence de la rue Lambermont. Les parents ont eu un peu de peine à se regrouper, perdus qu'ils étaient dans la foule, mais l'entrevue a bien eu lieu et ils ont eu l'occasion d'interpeller Jean-Luc Dehaene sur la suite concrète qu'il donnait à leurs revendications, appuyées qu'elles sont maintenant par cet énorme mouvement de foule. Sabine Brûlé. Sabine Dardenne était la première à serrer la main du Premier ministre. Elle est suivie de Laetitia, la deuxième fillette rescapée. Elles sont les premières car les parents ont voulu, comme tout au long de cette journée, donner la priorité aux enfants. Au total, ce sont 31 personnes qui sont reçues chez le Premier ministre. Les familles Lejeune, Lambrex, Marshall, Benaïssa. C'est la famille Russo qui fermera la marche. Pour toutes ces familles d'enfants assassinés ou disparus, cette rencontre est primordiale car toutes veulent plus que jamais obtenir des décisions concrètes. Pendant plus de 2 heures, les familles vont parler, exprimer tout ce qu'elles ont sur le cœur, formuler des demandes précises. Les enfants parleront aussi. Ensuite, les familles vont écouter le Premier ministre. Et après 2 heures d'entretien, les visages sont sereins, les familles ont été entendues. Le dialogue a été constructif. Le Premier ministre a fait 4 propositions concrètes. Monsieur Dehaene a fait 4 propositions très concrètes. Comment? Tu les as en tête? Je les ai en tête, mais je vais dire, il a proposé, pour une fois on a eu du concret. Maintenant, c'est une question d'organisation de travail. Lui, il va s'organiser de son côté pour accélérer les choses. J'ai pris un quadruple engagement. Primo, que l'enquête serait menée jusqu'au bout, qu'elle ne serait en rien entravée, mais qu'il devait être clair que c'est à la justice à faire cette enquête, que ce n'est pas le politique qui sait faire l'enquête, que le politique peut simplement donner tous les moyens pour qu'elle puisse se faire. Deuxièmement, que dans le cadre de l'enquête sur l'enquête, là où des erreurs ont été commises, des sanctions disciplinaires seraient prises, et qu'en plus, dans le cadre de la commission parlementaire de contrôle de l'enquête sur l'enquête, les parents, l'intention du Parlement était aussi d'entendre les parents. Troisièmement, je me suis engagé à un certain nombre de modifications de fond dans la justice, en signalant que 2 projets de loi avaient déjà été déposés, l'un concernant le fonds de l'aide aux victimes, l'autre concernant le collège des procureurs pour mieux organiser le parquet, que deuxièmement, j'allais essayer de, déjà vendredi, faire approuver une proposition de révision de la Constitution pour mettre fin à la politisation des promotions, puisque c'est déjà fait au niveau du recrutement, et qu'enfin, à la seconde moitié de novembre, au plus tard début décembre, je tiendrai un conseil des ministres spécial, qui éventuellement durera même plus qu'1 jour, pour approuver un certain nombre de mesures légales, et plus particulièrement par rapport à ce qui est leur premier souci, c'est d'avoir un équilibre plus grand entre les victimes et ceux qui sont accusés, ceux qui sont dans la défense, d'avoir des droits plus équilibrés pour la partie civile que ce n'est le cas actuellement. Pour les familles de disparus, le gouvernement s'engage à faire plus encore. Il va autoriser la création en Belgique d'un centre national de recherche des enfants disparus. On va certainement créer le National Center, l'équivalent ici en Belgique, qui va fonctionner au niveau européen. Ce sera sur papier d'ici la fin de l'année.
On espère que ce sera plus rapide, mais enfin, ce sera une institution privée, donc qui ne sera indépendante, donc ce ne sera pas dépendant ni de la gendarmerie ni de la PJ. Le Premier ministre s'est enfin engagé à revoir l'ensemble des familles avant la fin de l'année. Luc Dehaene vient tout juste de rejoindre Alain Gerlache dans un de nos studios. J'imagine, Alain Gerlache, que vous allez développer avec lui ces fameuses 4 propositions qu'il vient de faire cet après-midi, mais j'imagine aussi que le Premier ministre doit avoir été ému cet après-midi, pas en tant que comme politique, mais en tant qu'homme, en tant que père, en tant que grand-père. Mais c'était bien évidemment la première question que j'allais lui poser. Jean-Luc Dehaene, bonsoir. Comment avez-vous ressenti la vue de tous ces gens à Bruxelles aujourd'hui? J'ai trouvé ça très émouvant. Et si j'avais été simple grand-père et père, j'y aurais certainement participé. Mais en tant que ministre, je ne trouve que ma place n'est pas là, que ma place, c'est justement de recevoir ce signal, d'être à l'écoute. Mais j'ai trouvé la manifestation justement parce qu'elle était digne, parce qu'elle était sereine, d'autant plus imposante. Et je pense que cet après-midi, on a vraiment donné un signal très fort qui doit aussi être un tournant par rapport à un certain nombre de choses. Et c'est pourquoi je me suis très clairement engagé. Alors, un des moments forts de cet après-midi, c'est votre rencontre avec les parents, tous les parents. C'était la première fois que vous les rencontriez pour la plupart. Comment ça s'est passé? Quelle était l'atmosphère? Oh, disons qu'au début, c'était un peu l'attentisme se regarder. Ils avaient il y avait eu quelques tensions avant. Il y avait eu, on peut le dire. À gauche et à droite, des tensions. Ils avaient un peu l'impression que j'étais un homme froid, que tout ça laissait indifférent. Ils se sont vite rendus compte que j'étais un homme engagé et que je ressentais ça aussi fort qu'eux. Et surtout que je leur ai clairement dit que toute la volonté dont j'étais capable, toute l'énergie que j'étais capable à donner et où je pense que j'ai prouvé dans le passé que quand j'avais un but bien précis devant moi, je savais m'y mettre et m'y attaquer, que j'allais faire ça par rapport à cette problématique-ci, tout comme d'ailleurs par rapport à la problématique de l'exclusion sociale ou de l'emploi, puisque maintenant on a réalisé un certain nombre d'objectifs. Et je pense qu'ils ont compris que nous voulions en démordre, pas seuls, avec le Parlement, et j'espère aussi avec l'opposition et les idées de l'opposition, il faudra aussi bien écouter, avec la magistrature, avec la police, et il était fort important aussi que dès demain, le ministre de la Justice rencontrera le sommet de la magistrature pour justement voir avec eux comment ils peuvent aussi percevoir ce signal et le traduire à l'intérieur de la justice, parce que je pense qu'il faudra aussi là des changements de mentalité, même si de notre côté, en tant que politique, nous devrons aussi changer certaines règles afin qu'ils puissent mieux fonctionner. En clair, que l'on soit d'accord ou opposant avec vous, on reconnaît l'énergie que vous avez mise pour obtenir les 3% pour la réforme de l'État. Cette énergie, que certains appellent celle du bulldozer, vous êtes prêt vraiment à la mettre au service de cette cause-ci? C'est ce à quoi je me suis engagé et nous avons convenu de faire un premier bilan à la fin de l'année. Alors parmi tous ces engagements, lequel vous paraît le plus important et lequel vous paraît le plus difficile à atteindre compte tenu des résistances? Disons que je ferai la distinction. D'une part, l'engagement que l'enquête doit aller jusqu'au bout, c'est un engagement où nous pouvons créer le cadre, donner les moyens, mais où il faut être très clair, c'est à la justice à faire l'enquête, c'est à la justice à aboutir. Mais il est clair que l'engagement que j'ai pris, c'est que nous n'y mettrions du côté politique aucune entrave, que quels que soient les noms qui puissent apparaître dans ces enquêtes, il faut aller jusqu'au bout, qu'il faut aussi rechercher ceux qui produisent des cassettes, ceux qui achètent des cassettes, etc. Que donc c'est l'ensemble de la problématique à laquelle il faut s'attaquer. Mais la difficulté, c'est que moi je peux prendre l'engagement que rien ne sera fait pour entraver l'enquête, mais que l'enquête, c'est à la justice à la mener. Le second point, c'est par rapport aux réformes de structure, où j'ai bien senti que les parents attachaient énormément d'importance à ce que les victimes et les familles des victimes aient une voix plus ample dans l'ensemble de la justice. Je pense que là, c'est surtout le temps qui peut nous jouer un problème, puisque là, il s'agit de modifier des lois, de discuter de lois, et ça, dans un processus démocratique, ça prend du temps, mais il faudra s'y mettre pour convenir avec le Parlement de dates auxquelles nous voulions aboutir. Je voudrais ajouter que, et ça aussi, ça a été fort souligné par les parents, qu'il n'y a pas seulement l'action par rapport
aux victimes, c'est-à-dire quand le malheur est arrivé, qu'il y a aussi toute une action à développer pour rendre la société plus centrée sur l'enfant, de traduire dans les faits les droits de l'enfant tels qu'ils sont dans les traités internationaux, d'également, et là les communautés ont une grande responsabilité au niveau de leur formation, de leur protection, de s'engager à fond afin justement d'éviter qu'il y ait des victimes grâce à une atmosphère plus positive dans la société. Vous êtes prêt à vous attaquer aux résistances qui se manifesteront dans l'appareil d'État? Disons qu'il est clair qu'il y aura des résistances, mais je pense qu'avec le poids de la manifestation aujourd'hui, nous avons un stimulant énorme que personne ne pourra négliger. Est-ce qu'il y a quelque chose de changé en Belgique à partir de ce soir, ou quelque chose qui va vraiment changer? Je pense qu'il y a en toute façon une dynamique qui s'est développée, que de ce point de vue-là, on est en effet à un tournant, qui se traduira surtout par des accélérations, parce que je pense qu'il faut aussi être honnête et clair que certains dysfonctionnements, on les avait déjà découverts, ils se trouvent dans la déclaration gouvernementale, dans certains projets qui étaient en gestation, même dans certaines propositions que l'opposition avait déposées, mais il manquait l'énergie et la pression pour vraiment accélérer. Et je pense que c'est ça qui s'est dégagé aujourd'hui et où j'ai pris l'engagement de justement canaliser cette énergie pour aboutir à des résultats concrets de telle sorte qu'elle ne se perde pas dans le vide. Dernière question, vous avez appris quelque chose pendant cette crise? Disons que j'ai appris beaucoup par rapport en effet aux sensibilités qui existaient dans la société. Je pense que nous avons tous découvert une force qui nous pousse à prendre des mesures. Je pense que c'est aussi fort, bien que, et fort important que ça se soit traduit dans une force positive. On n'a pas manifesté contre, on a manifesté pour l'enfant, on a manifesté pour une justice plus humaine. Je pense que ça, c'est fort important, que dans cette dignité, dans cette retenue qu'ont les gens, que c'est vraiment une force démocratique adulte dont nous devrons tenir compte et qui est fort important dans la société, qu'il faut capter, qu'il faut traduire, tout en sachant que la responsabilité du politique, c'est justement de traduire ce qui est souvent explicité dans des solutions peut-être trop simples, de traduire ça dans des solutions opérationnelles, tenant compte aussi d'autres éléments de la société, faisant la synthèse, et c'est ça à quoi nous allons nous atteler. Jean-Luc Dehaene, merci. À vous, Jacques. Merci Alain. Quelles qu'aient été les motivations ou les espoirs des participants, ils auront en tout cas suivi à la lettre les consignes des organisateurs. Pas de calicot, pas de slogan récupérateur. C'était une des caractéristiques de la marche d'aujourd'hui. Une autre caractéristique, c'était la présence d'enfants en grand nombre. La police de Bruxelles avait eu très peur que beaucoup ne s'égarent, mais au local spécialement aménagé pour les recevoir, ils n'auront été finalement qu'une quinzaine. Les conseils de prudence dispensés aux parents auront été entendus. Gérald Vandenberg. Parmi les dizaines de milliers de participants à cette marche blanche se trouvaient de nombreux enfants. Mais évidemment, dans pareille foule, certains d'entre eux se sont égarés. La police de Bruxelles avait mis sur pied avec l'aide de la Croix-Rouge un service chargé de les accueillir. Nous savions que beaucoup de parents seraient accompagnés d'enfants, de petits-enfants. Alors nous avions décidé, avec le commissaire en chef, de mettre en place une structure qui permette de recueillir les enfants égarés ou les parents qui désirent des renseignements, justement, pour pouvoir suivre cette manifestation sans trop de risques. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi êtes-vous ici? Je recherche mon fils. On avait prévu que si on se perdait, il contactait un policier et moi aussi, et je l'attends. Qu'est-ce que tu as fait quand tu as vu que tu avais perdu ta maman? J'ai pleuré. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Puis j'étais à la police. En fin d'après-midi, la police avait recueilli une quinzaine d'enfants pour qui l'histoire s'est bien terminée. Mais c'est un nombre faible comparé au nombre total de participants. Visiblement, les parents ont bien suivi les consignes de sécurité données par les forces de l'ordre avant la manifestation. Depuis le début de la matinée, les voitures particulières, mais surtout les autocars et les trains avaient déversé sans arrêt des groupes de participants du côté de la gare du Nord. Mais ils étaient trop nombreux. Il a fallu retarder des trains, vous l'avez entendu, il a fallu les dévier vers d'autres gares bruxelloises, si bien que beaucoup de manifestants seront arrivés très tard pour marcher vers la gare du Midi, et que certains auront même dû renoncer. Ils auront repris le chemin du retour sans avoir pu faire un pas dans les rues de Bruxelles. Valérie Dupont.
Dès le matin, des dizaines de trains sont arrivés bondés des quatre coins du pays. Leur destination première était la gare du Nord, mais l'affluence y était telle que beaucoup de ces convois sont repartis pour débarquer leurs passagers sur les quais de la gare du Midi. Des marcheurs qui ont donc voulu rejoindre le boulevard Émile Jacquemin en remontant tous les boulevards et qui ont donc rencontré le début de la marche blanche descendant du Nord vers le Midi. D'autres ont préféré prendre le métro vers Rogier, ce qui a également provoqué une cohue dans les stations de métro comme dans la rue. À la demande des parents, veuillez rejoindre le lieu de formation où ils tiendront un speech, une allocution. Merci. Tous ces mouvements de foule ont évidemment bloqué la marche et après plus de 3 heures d'attente dans une foule compacte, beaucoup de personnes ont décidé à regret de faire demi-tour sans avoir atteint le quartier du Midi. Ils sont revenus vers la gare du Nord pour reprendre leur train. À un moment donné, on était tous arrêtés et on ne pouvait plus avancer. Alors on a quitté le cortège. Vous êtes un peu déçus ou bien? À certains points, oui, parce que j'aurais bien aimé mettre les fleurs, mais... Enfin, quand même, on a réussi à venir jusqu'ici, on a fait quand même un bout de chemin avec. Dans le hall de la gare, une édition spéciale du journal flamand Het Nieuwsblad intéressait beaucoup de monde. Il voulait surtout connaître les premières estimations du nombre de marcheurs. Le chiffre de 200 000 personnes était sur toutes les lèvres. Les quais de la gare étaient pleins à craquer, beaucoup de familles avec enfants et à plusieurs reprises, les gendarmes ont fermé l'accès au quai de peur d'un accident. Heureusement, rien de ce genre ne s'est produit et dans l'ensemble, tous ces gens rentrent à présent chez eux avec un sentiment commun, celui d'avoir participé à une journée historique. C'est maintenant pour tout le monde l'heure du retour. Les trains spéciaux pour les retours, les bus partent tous de la gare du Midi. La police et la gendarmerie, mais aussi la SNCB se sont mis d'accord pour ne laisser pénétrer les voyageurs que par groupe à l'intérieur de la gare. C'est pour éviter de dangereuses bousculades. Alors comment se passent encore ces retours? Le reportage de Pierre Istas. À la fin de la manifestation, une quinzaine de personnes ont dû être secourues d'urgence. Elles souffraient de débuts d'asphyxie ou d'étourdissement. Elles ont été victimes de mouvements de foule lorsque la gendarmerie a décidé d'interdire l'accès à la gare du Midi, littéralement paralysée par l'arrivée massive des manifestants. Veuillez avancer, la gare est inaccessible pour le moment. Tout le monde alors a fait preuve de compréhension et de discipline. Parce qu'il y a trop de monde à l'intérieur pour le moment et que c'est pour éviter des mouvements de foule qui seraient vraiment catastrophiques à l'intérieur. C'est à cause de cette décision que quelques personnes ont été un peu piégées dans des endroits confinés de la gare, mais finalement tout est rentré dans l'ordre. Les entrées dans la gare elles-mêmes se sont faites par petits paquets de 100 ou 200 personnes, en toute facilité. Les organisateurs avaient voulu aussi que la marche d'aujourd'hui se déroule dans la dignité et sans incident. En fait, c'est seulement en fin d'après-midi qu'il y a eu comme un moment de tension aux abords du palais de justice. Il ne se trouvait pas sur l'itinéraire de la manifestation, mais des manifestants avaient voulu déposer des fleurs devant la porte d'entrée. Le reportage de Philippe Lamère. Vers 15h30, un bon millier de manifestants quittaient la gare du Midi pour se rendre en cortège vers le palais de justice de Bruxelles. Ils ont été arrêtés à hauteur de la place Louise, les gendarmes interdisant l'entrée de la rue des Quatre Bras menant au palais de justice. Pendant plus de 2 heures, on a ainsi assisté à un face-à-face entre les forces de l'ordre et les manifestants. Certains très dignes ont déposé des fleurs sur les chevaux de frise avant de rebrousser chemin. Empruntant des rues latérales, des personnes parvenaient avec l'accord de la gendarmerie à déposer des fleurs sur les marches du palais de justice. Certains allumaient des bougies, tout un symbole. La bougie, c'est la flamme de l'espoir pour tous les enfants. J'ai moi-même 3 enfants, dont une petite fille d'11 ans. Il est temps que la justice se bouge pour qu'on les écoute et pour qu'on leur fasse une société digne d'eux. Au même moment, place Louise, les esprits se sont un peu échauffés et pour des raisons de sécurité, la station de métro a même été fermée. Des œufs, des bouteilles et quelques pavés ont été jetés sur les gendarmes qui sont restés impassibles devant ces provocations gratuites d'une minorité qui visiblement n'a pas compris les mots d'ordre de la manifestation de ce dimanche. Vers 18h, le calme revenait place Louise.
Et nous allons retourner en studio, retrouver Alain Gerlache qui est cette fois-ci en compagnie de Guy Archer, professeur de philosophie à l'Université libre de Bruxelles, pour un moment de réflexion sans doute sur l'ampleur, sur la signification aussi de ce mouvement populaire jamais vu en Belgique. Oui, on va essayer de mettre tout ça en perspective. Guy Archer, dans l'histoire des peuples, il y a des hauts faits qui prennent une valeur symbolique et qui deviennent une référence pour les temps qui suivent. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec cette manifestation, incontestablement. Ah, je pense, oui. Je pense que ce phénomène-ci, c'est-à-dire la manifestation et l'ampleur de cette manifestation, prennent une signification très importante. On pourrait au fond l'interpréter de deux manières, mais ce serait à mon avis réducteur. D'une part, on pourrait uniquement s'intéresser à ce sur quoi portait la manifestation. Et alors on se dirait, il s'agissait du problème essentiel du meurtre des petites filles, des dysfonctionnements de la justice, des réseaux de pédophilie, et on essayerait au fond de résoudre tous ces problèmes. Et on n'écouterait pas le reste, c'est-à-dire toute une demande qui est liée à la citoyenneté, et qui est au fond un phénomène de manque de crédibilité de toutes les institutions de l'État, que ce soit l'exécutif, le législatif, le judiciaire. On n'écouterait pas ça, pourtant c'est présent. Vous avez vu les parents des petites filles qui ont une crédibilité, eux, extraordinaire dans la population. Ils pourraient à peu près faire ce qu'ils veulent et ils seraient suivis, et ils réagissent d'une façon extraordinairement modérée. Ils ont parlé tout à l'heure sur vos antennes, le père de Mélissa Rousseau a parlé sur vos antennes, il a dit que lui-même ne voulait pas donner de solution, qu'il attendait des institutions, que les institutions trouvent des solutions, qu'il ne s'agissait pas d'abattre les institutions. Il y a une rigueur morale qui est extraordinaire de la part de ceux qui sont les leaders de ce mouvement dans des circonstances tout à fait tragiques. Avant la chute du mur de Berlin, les gens à Berlin-Est disaient, criaient « Nous sommes le peuple ». D'une certaine façon, c'est un peu ce qui s'est passé aujourd'hui et il y a un mur qui tombe, qui tombera peut-être, entre le système, entre les élites, entre les gouvernants, on sait comment il faut les appeler, et les citoyens. C'est ça que vous voulez dire? Écoutez, je ne sais pas si le mur tombera facilement, parce que les mécompréhensions et le manque de communication entre la population d'une part et les élites, l'État d'autre part, c'est un phénomène de toutes les démocraties modernes. Cependant, ce qu'on a vu, c'est quand même quelque chose de très important. On a donc vu des parents qui disaient « nous voulons plus de démocratie, nous appelons les institutions à réagir » et pas des gens qui voulaient détruire les institutions, ce n'était donc pas du populisme. On a vu le mur linguistique tomber et des gens manifester ensemble en essayant de montrer ce qui est très important, que pour eux, ces distinctions n'étaient peut-être pas le plus fondamental. La Belgique existe, c'est ça que vous voulez dire? La Belgique existe et je dirais plus, et on a vu surtout l'extraordinaire dignité de la sœur de Lubna Benaïssa, qui est capable d'appeler au calme et qui, par son attitude, a sans doute fait plus que 10 ans d'enseignement sur l'antiracisme et l'intégration. La Belgique existe et elle est multiculturelle. Elle est multiculturelle et c'est pour ça que c'est tellement dommage que le nom de la petite Lubna n'ait pas été sur cette stèle. Je trouve que c'est vraiment dommage. Il y a une polémique, on aura l'occasion d'y revenir. Mais enfin, je voulais dire, c'est ça qui est essentiel dans ce type de mouvement. Et vous avez vu que le mouvement n'a pas été récupéré, parce qu'on pourrait faire de l'amalgame, on pourrait mettre tout dans tout, on pourrait effectivement dire tous pourris, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et en ce sens-là, le mouvement a agi avec une extraordinaire responsabilité. Et encore une fois, comme on l'a dit ailleurs, en France, ça aurait pu être récupéré par le Front National. Ici, il y a quand même quelque chose d'optimiste que l'on peut conclure quant à la mentalité de la population. Mais il y a quelque chose à faire, bien entendu. Ces situations ne se répéteront pas. Guy Archer, merci. On aura l'occasion de vous retrouver dans un débat qui aura lieu après JT Soir sur 21. On vous en reparlera dans quelques instants. À vous, Jacques. On vous retrouve en effet dans quelques minutes, Alain Gerlache. Cela dit, Guy Archer vient de faire allusion une nouvelle fois à ces barrières qui étaient censées tomber aujourd'hui, la barrière linguistique, certainement la barrière culturelle aussi. Alors, une nouvelle fois, un témoin digne de foi, un membre éminent de l'association Le Droit des Enfants, nous confirme que le nom de la petite Lubna Benaïssa était bien inscrit sur la stèle aux alentours de la gare du Midi au moment où la manifestation a commencé. Et ne comprend pas non plus comment il a pu disparaître. Mais ce n'était donc pas un oubli à l'origine, c'est bien un accident qui s'est produit. Cela dit, pour nombreux qu'ils aient été, les marcheurs de Bruxelles n'auront pas été les seuls à manifester aujourd'hui leur solidarité avec les victimes et leurs parents. Hier, des milliers de motards, souvenez-vous, défilaient dans les rues de la capitale. Aujourd'hui, à Neuchâteau, quelques 300 autres, des néerlandophones pour la plupart, se sont rassemblés devant le palais de justice. C'était une initiative d'amateurs de gros cubes
de la région d'Alost. Elle avait été décidée il y a plusieurs semaines déjà. Les motards ont observé une minute de silence à la mémoire des victimes de Marc Dutroux avant de reprendre la route sans incident. Une autre manifestation d'écoliers, celle-là, a eu lieu aux Pays-Bas, à Maastricht, où il se sera trouvé 150 personnes environ pour soutenir de loin la marche blanche organisée au même moment à Bruxelles. Et à Liège, les forains, installés comme chaque année à cette époque sur le boulevard d'Avroy, ont manifesté aussi à leur manière. Ils ne pouvaient pas venir jusqu'à Bruxelles, mais ils ont éteint symboliquement un temps, lumière et haut-parleurs. Michel Deville. 18h précises, sur le champ de foire d'octobre de Liège, les forains décident d'éteindre toutes les lumières et de couper tous les systèmes d'amplification sonore. Beaucoup auraient voulu se rendre dans la capitale pour un hommage aux victimes. Nous, on ne savait pas faire des déplacements, bien entendu. Alors ce quart d'heure, c'est vraiment la moindre des choses. C'est la solidarité la plus complète. Tout le monde en a marre, la preuve. Un quart d'heure plus tard, à 18h15, le mouvement de sympathie des forains de Liège prend fin. Les 5000 personnes présentes ont toutes apprécié cette action de solidarité avec les familles des victimes.